Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'actu territorial. Là, on va voir ensemble les principales actus du mois de février. Et on commence évidemment avec la réforme des retraites qui reste la news de ce début d'année 2023. On a plusieurs articles à ce sujet, mais on va commencer par un édito qui met en avant des détails, mais des détails qui ont leur importance sur la mise en place de cette réforme des retraites. On voit bien sûr ça sous l'angle de la fonction publique, hein, ce qui nous intéresse ici. Alors, d'abord, il y a le problème du taux de cotisation, puisque les employeurs territoriaux ont découvert avec ce texte qu'il y aurait une hausse d'un point de leur taux de cotisation à la CNRACL, alors à partir de 2024, et un autre point, une autre hausse de points supplémentaires en 2029. Donc forcément, pour les finances des collectivités territoriales, c'est encore un coût supplémentaire. Et ça se fait sans consultation en amont. Donc forcément, les employeurs territoriaux ne sont pas contents de cette nouveauté. Et puis aussi en termes de rémunération, on a une surprise. Alors on en avait déjà parlé le mois dernier. Là, il s'agit d'un truc un peu technique. C'est le mode de calcul qui a été fait par le COR, donc le Conseil d'orientation des retraites, pour calculer si le système de retraite serait en déficit dans quelques années, voilà, à 10 ans, à 20 ans, etc. Eh bien, il faut quand même des bases de calcul sur l'inflation à venir, sur le recrutement dans la fonction publique. Est-ce qu'on va beaucoup recruter ou pas du tout? Bref, il faut des bases de calcul pour pouvoir faire toutes ces projections. Et là, la surprise, ça a été que selon les calculs de Bercy, l'État projette, c'est ce qu'on nous dit ici, pour les prochaines années, une stagnation des rémunérations, et ce malgré l'inflation. Donc déjà une stagnation, c'est pas une bonne nouvelle pour les agents publics, mais vu l'inflation, dans la réalité, ça correspondrait à une baisse de 11% des salaires. Et on découvre aussi avec ces bases de calcul que les embauches seraient gelées à l'État et dans la territoriale, alors même que la population va augmenter et que les besoins en services publics vont eux aussi augmenter. Donc il y a un flou sur cette question. Est-ce que ces bases de calcul, elles sont réelles et c'est une vraie projection de l'État sur l'avenir de la fonction publique, et auquel cas c'est quand même pas tout rose? Ou alors est-ce que c'est de la tambouille statistique pour pouvoir présenter des rapports qui rêvent dans le sens de l'État, c'est-à-dire qu'il y aurait à terme un problème de financement des retraites? Mais dans les deux cas, c'est quand même pas très honnête puisque soit il y a une volonté cachée d'affaiblir encore les services publics, ou alors il y a une malhonnêteté dans la présentation des calculs et des projections quant aux caisses des retraites. Ensuite, autre article sur Public Sénat qui nous explique comment fonctionne le dispositif des carrières longues, qui est un sujet qui revient souvent sur le devant de la scène quand on parle de cette réforme des retraites. Et ce dispositif carrière longue qui existe déjà depuis un certain temps n'est pas forcément bien connu de tout le monde. Ce qu'on nous dit ici, c'est qu'il dépend à la fois du nombre de trimestres travaillés en début d'activité et du nombre de trimestres cotisés tout au long de la vie. Qu'on nous donne comme exemple pour mieux comprendre, c'est qu'actuellement, pour partir avant 60 ans, une personne devra justifier de 5 trimestres avant la fin de l'année de son 16e anniversaire. Donc, c'est pas seulement d'avoir commencé à travailler avant 16 ans, c'est il faut avoir validé 5 trimestres avant la fin de son 16e anniversaire. Donc il faut travailler en continu. C'est pas juste avoir travaillé un été, voilà, pendant un mois ou 2 mois avant ses 16 ans, et puis après, dans sa carrière, il faut avoir cotisé un certain nombre de trimestres. Donc ça, c'était pour la théorie. Maintenant, on a sur France Info un article qui nous explique le geste d'Elisabeth Borne sur les carrières longues, puisque ce qui était prévu à la base a été un peu modifié suite à certaines pressions. Et donc les personnes qui ont commencé à travailler entre 20 et 21 ans intègrent ce dispositif des carrières longues. Mais attention, hein, le diable se cache souvent dans les détails, puisqu'il y a deux conditions à cela. Il faut avoir cotisé la durée légale, c'est-à-dire 43 ans, dont 4 ou 5 trimestres avant 21 ans selon leur mois de naissance. Donc il ne suffit pas d'avoir commencé à travailler à 20 ans et 6 mois par exemple, et ce de manière hachée par exemple. Il faut bien avoir validé 4 ou 5 trimestres avant 21 ans. Il faut également avoir cotisé la durée légale, c'est-à-dire 43 ans, pour pouvoir partir de façon anticipée à 63 ans au lieu de 64 ans dans l'esprit de la réforme des retraites. Donc un des points de critique par rapport à ça, c'est que certaines personnes devront quand même cotiser 44 ans. Que là, on parle des personnes qui ont commencé à travailler entre 20 et 21 ans, mais il y a aussi ceux qui ont commencé à travailler avant 18 ans, par exemple, voire même carrément entre 14 ans et 16 ans. Eh bien, eux, par exemple, ils devront cotiser 44 années, puisque leur départ anticipé pourra se faire à partir de 62 ans,
au lieu de 61 ans actuellement. Mais là où ça représente entre guillemets «un progrès», c'est que dans le système actuel, ça pouvait aller jusqu'à 45 ans de cotisation. Mais dans l'esprit, on est, quand même tous d'accord, je pense, pour dire qu'il y a une inégalité, par rapport à des gens qui travaillent, dans des bureaux, par exemple, et qui ont commencé à travailler beaucoup plus tard et donc qui ont des métiers un peu plus «confortables» entre guillemets, même si j'oublie pas, hein, tout ce qui est usure, psychologique, pression et cetera qu'on peut retrouver chez les cadres et plus globalement chez les gens qui travaillent, dans des bureaux et également les troubles musculo-squelettiques qu'on peut retrouver, chez des gens qui sont assis 8 heures par jour. Mais toujours est-il que les gens qui commencent à travailler à 14, 15 ans, 16 ans, bon, souvent, c'est quand même des métiers pénibles physiquement. Donc le fait qu'ils doivent cotiser pendant 45 ans, là où d'autres avec des métiers, encore une fois avec beaucoup de guillemets, plus confortables, ne cotiseront, avec encore une fois des guillemets, que 43 ans, eh bien c'est quand même une forme d'inégalité. Ensuite, un article sur Public Sénat pour, toujours sur les retraites, on est toujours sur ce sujet, cette fois sur le fait qu'on passe de débat à l'Assemblée nationale au Sénat. Bon, là, ça devrait être quand même un peu moins mouvementé que pendant, les débats de l'Assemblée nationale, dans le sens où la majorité sénatoriale de droite, soutient les grandes lignes de la réforme. Mais on sait qu'il y a certains points qui peuvent, poser, question, notamment sur les carrières longues dont on vient de parler, sur la pénibilité, sur, la politique familiale ou, la question des femmes. En effet, la droite sénatoriale souhaiterait que les femmes qui ont décidé d'être, femmes au foyer pendant un moment soient, mieux, récompensées dans, leur retraite et puis également la question de l'index senior qui est critiqué par cette majorité sénatoriale et qui souhaiterait plutôt aller alors ils en parlent pas dans cet article-là, mais début mars, on voit des articles, sur ce sujet. Ils souhaiteraient aller plutôt sur, un contrat de travail, spécial senior qui est bon, une chose un petit peu différente. Alors ensuite, deuxième grosse thématique de cette vidéo, c'est l'attractivité de la fonction publique. On a en effet de plus en plus d'articles sur les médias locaux et même un peu nationaux à propos du manque d'attractivité de la fonction publique, parce que c'est plutôt en des termes négatifs en ce moment qu'on en parle. Hein, on ne peut pas dire que la fonction publique soit très très attractive en ce moment, avec des rémunérations plutôt basses, notamment pour les agents en catégorie C, avec une faible évolution de la rémunération malgré les changements d'échelon encore une fois, surtout en catégorie C, mais même en catégorie B et peut-être un petit peu moins en A. Mais par exemple, pour les catégories C, avec l'augmentation du SMIC, très progressive certes, mais qui est légalement obligatoire, eh bien on assiste à un tassement des échelons, un tassement des rémunérations, puisque le salaire le plus bas est de plus en plus haut, hein, à l'échelon numéro 1, même s'il reste très bas, on est d'accord, mais il augmente mécaniquement, là où les échelons supérieurs n'augmentent pas forcément. Et donc, on a parfois des agents qui prennent un échelon et qui sont augmentés de 2 ou 3 euros, qui est quand même assez ridicule. Et donc, en réponse à ces problèmes-là, hein, là j'ai évoqué juste celui de la rémunération, mais il y en a tant d'autres, eh bien, on a le ministre Stanislas Guerini qui ouvre ce chantier de l'attractivité de la fonction publique. Alors, c'était en début de mois de février, il était à Nantes, à l'IRA de Nantes, et il annonce qu'il va y avoir des discussions sur l'accès, les carrières et les rémunérations des agents publics, et il a déjà bien sûr quelques pistes sur la table. Il part d'abord d'un constat assez effrayant quand même, c'est qu'il y a 2 fois moins de candidats au concours aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Donc on ne parle pas d'une période très, très lointaine, hein. Il y a 10 ans, c'est quand même pas, très loin. Donc il y a 2 fois moins de candidats au concours. Dans certains secteurs, on le voit, vraiment de façon assez violente. Dans les métiers du soin, par exemple, du numérique ou de la petite enfance, on nous dit qu'il y a plus de 50 000 postes qui seraient vacants parmi les employeurs publics. Donc l'idée globale, ce serait de mieux récompenser l'engagement et la performance. Ça passe avant tout, bien sûr, par la rémunération et pour le ministre, il faut revoir les mécanismes, qui, récompensent, l'engagement à la fois d'un point de vue individuel, mais aussi d'un point de vue collectif. Bon, pour l'instant, c'est pas très, très clair, mais ce qu'il en ressort pour l'instant des premiers échanges, des premiers articles, c'est qu'a priori, il y aurait pas une hausse du, point d'indice. Surtout si on se remémore ce qu'on a vu juste avant sur les retraites avec les bases de calcul de Bercy qui ne vont pas forcément dans le sens d'une hausse de la rémunération des fonctionnaires. Donc a priori, la hausse du point d'indice, on oublie pour l'instant. Ce sera plutôt sur des hausses individuelles. Alors, est-ce que c'est en fonction de la performance individuelle? Mais bon, se pose toujours la question de l'évaluation. Est-ce que ça va être par filière, par exemple dans les filières techniques, dans les filières peut-être un peu plus dures physiquement? Bon, tout ça est pas encore très très clair. Il y a des pistes hein, sur le travail de nuit, bon, le mérite,
les résultats de la performance, etc. On en saura plus petit à petit. De façon peut-être un peu plus concrète dans la territoriale, le sujet des quotas va être aussi mis sur la table. C'est vrai que les quotas de promotion, c'est quand même un frein pour certains agents. Donc ça, a priori, le ministre elle l'a bien en tête et voudrait agir sur ce sujet. Se pose aussi la question de l'entrée dans la fonction publique, qui est parfois un peu compliquée. On va le voir aussi à travers les autres articles. Donc l'idée, ce serait notamment que les concours soient davantage conçus dans une logique professionnalisante. Bon, après, à voir si ça concerne toutes les filières. Est-ce que la filière administrative sera concernée ou pas? Est-ce que ça va être seulement pour des filières du type culturel, du type médico-social, etc. Ça, on le verra dans le détail plus tard quand ce sera des annonces plus claires. L'idée, c'est aussi de faire de l'apprentissage une voie d'entrée dans le secteur public. Donc, d'engager tout simplement un apprenti qui aura fait son apprentissage dans la fonction publique. Une autre idée aussi, c'est de développer le mentorat. Bref, on a quand même pas mal de pistes là-dessus. Après, on aura aussi potentiellement des aides au logement pour les agents qui n'ont pas une grosse rémunération, avec par exemple la construction de logements pour ces agents publics à faible revenu et qui travaillent notamment sur des métiers très en tension. Donc pour l'instant, ça reste assez flou tout ça, mais ça a le mérite quand même de poser les bonnes questions. Et bon, on verra si les réponses sont elles aussi bonnes. Et on en saura plus a priori d'ici la fin du premier semestre 2023, avec bon, un ensemble de propositions plus construites et bon, les points clés principaux. Et on sait que toutes ces mesures sont quand même très attendues de beaucoup de monde dans le secteur public, puisqu'on a pas mal d'articles, et notamment dans la Gazette, sur toutes ces tensions, notamment bon, là ici sur les postes vacants, avec des services qui sont au bord de la crise de nerfs, c'est ce qu'on nous dit ici. Et cet article, il est assez parlant parce qu'on voit que ça concerne tout le monde dans la territoriale. C'est pas juste comme à une époque les communes rurales, ce qui était déjà un problème évidemment pour elles, mais là on voit que ça s'étend à tout type de collectivités, y compris les grandes métropoles, les régions, etc. Et ça touche également tout type de métier. On a traditionnellement sur certains métiers des tensions, de la peine à recruter, mais aussi on voit sur des postes de directeur général des services, des postes plus administratifs, notamment dans les RH, dans la gestion de paie, etc. Eh bien, on a aussi des difficultés à recruter. Donc cet article, on va pas le voir entièrement, mais il y a beaucoup d'exemples qui sont donnés. Par exemple, dans ce premier encart, on nous dit qu'il y a 10% de postes vacants à la ville et à la métropole de Nantes, donc ce qui est quand même assez énorme. Et donc tout ça a des effets bien sûr sur les agents en poste, puisque dans certaines collectivités, il faut assurer les missions de la collectivité, mais avec 60 à 70% de l'effectif seulement. Donc on a des agents qui sont pressurisés, on a, on va dire dans le meilleur des cas, une organisation du travail qui fait qu'on va délester ces agents de certaines de leurs missions pour qu'ils aillent sur des missions essentielles. Et donc on les décharge un petit peu de certaines tâches, mais c'est quand même pour les assigner à d'autres tâches. Autre problématique liée à tout ça, c'est le fonctionnaire bashing qui est fait son grand retour. Ce que nous dit l'article, c'est qu'on est quand même bien loin de la période Covid où certains agents étaient ovationnés, donc on pense au milieu hospitalier, mais si les éboueurs par exemple. Bon, là aujourd'hui, clairement, ce que les agents disent, c'est que le fonctionnaire bashing est de retour. Par exemple, on a un agent éboueur qui dit que il entend régulièrement maintenant des parents qui disent à leurs enfants si tu travailles pas bien à l'école, tu finiras comme le monsieur. Donc voilà, des choses comme ça qui sont très très péjoratives. Et c'est vrai qu'en ce moment, on est dans une période assez critique sur la fonction publique. On le voit dans les médias nationaux, avec le retour de cette fameuse expression des privilégiés de la fonction publique. Pendant cette période de réforme des retraites, c'est un discours qu'on entend beaucoup dans les médias. Donc c'est pas si étonnant que ça qu'on ait ce retour du fonctionnaire bashing. Donc forcément, ça donne pas très envie aux plus jeunes notamment de rentrer dans la fonction publique. Mais on voit quand même, pour pas ternir trop le tableau, qu'il y a des actions à l'échelle de la territoriale, de mise en valeur des métiers. On voit des campagnes de communication sur les réseaux sociaux dans des départements, des régions, etc. Et qui montrent toute l'utilité des métiers de la territoriale. Parce qu'il ne faut pas oublier ça quand même derrière. On a beaucoup d'articles négatifs et que je relais d'ailleurs, mais bon, c'est un peu le climat global en ce moment. Mais derrière, il y a quand même des beaux métiers, des métiers utiles. Alors ensuite, autre sujet, mais qui est en lien direct avec celui dont on vient de parler, l'attractivité de la fonction publique, c'est celui des concours.
On a de plus en plus de candidats qui jugent les concours, trop compliqués, trop scolaires et cetera et ça participe quand même à ce manque d'attractivité. On a beaucoup de candidats qui se découragent, rentrer dans la fonction publique à cause de, cette marche qui est trop haute pour eux ou en tout cas qu'ils jugent trop haute pour eux. Ce que nous disent un certain nombre de candidats, c'est que les concours, pour eux, c'est trop de connaissances théoriques et pas assez d'évaluation des compétences réelles. Pour cette deuxième composante, hein, sur l'évaluation des compétences réelles, c'est peut-être quelque chose qui touche un peu plus les concours internes, avec des agents qui ont déjà leur expérience professionnelle bien établie, avec par exemple des expériences de management déjà, mais derrière, s'ils veulent passer de catégorie B à catégorie A, bon, bah, il faut qu'ils passent par la case concours, mais certains, n'y arrivent pas malheureusement, se découragent et même pour certains d'entre eux, ce qu'on nous dit dans l'article, démissionnent parce qu'ils en ont marre d'avoir un métier, prenant, avec beaucoup de responsabilités, beaucoup d'agents, sous leur responsabilité. Mais derrière, bah, on va le dire clairement, la rémunération ne suit pas puisqu'ils sont catégorie B et bah, selon eux et bon, on ne peut qu'être d'accord, ils mériteraient d'être catégorie A. Malheureusement, bon, ils n'arrivent pas à avoir leur concours. On a aussi avec les concours une sorte de fossé entre, les épreuves, par exemple sur, le concours d'ATSEM et la réalité de l'emploi. Puisque bon, on a certains agents qui nous disent que, bah, à l'oral, ils ont été, cuisinés sur, des savoirs très, théoriques, sur l'organisation de la fonction publique territoriale, par exemple, et très peu sur, le métier d'ATSEM. Donc c'est vrai que de juger quelqu'un sur ces questions théoriques plutôt que sur la réalité, du travail, c'est quelque chose qui pose question et on nous dit, même si voilà, ce n'est pas la même chose que dans les années 90-2000 où là, c'était vraiment très, très, très théorique, c'était, ce qu'on nous dit ici la suprématie du tout théorie. Aujourd'hui, c'est quand même un peu plus professionnalisant, mais il y a quand même encore des choses à voir sur, notamment des concours comme ça très précis comme celui d'ATSEM, comme celui de, policier municipal et donc les institutions qui, pensent, les concours, qui pensent la fonction publique et son organisation, sont quand même conscients de, ces problématiques. Mais ce qu'on nous dit aussi et que je trouve un point, intéressant, c'est qu'il ne faut pas confondre le grade et l'emploi. Dans les retours qu'on a de candidats et que, bon, d'un point de vue, personnel et humain, on peut bien sûr tout à fait comprendre. Moi-même, j'ai été dans cette situation à un moment de ma vie et moi-même, j'avais «la rage» entre guillemets, mais si on pense de manière un peu, globale, c'est vrai que le concours, on nous dit, il a vocation à vérifier le socle commun de connaissances, ce qu'on nous dit ici, de connaissances nécessaires à l'entrée dans un grade qui ensuite vous ouvre une galaxie d'emplois. Donc si on met de côté, par exemple, le concours d'ATSEM ou d'autres choses plus spécifiques comme ça qui, elles, doivent être remises à plat, clairement. Bon, sur des, filières peut-être plus généralistes, comme la filière administrative, bah, c'est un peu plus complexe que ça, puisque dans cette même, filière, dans, ce même grade, hein, si on va même un peu plus loin, eh bien, il y a des emplois totalement différents, donc on ne peut pas faire quelque chose de complètement professionnalisant non plus. Mais bon, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas bouger, il faut peut-être trouver un équilibre, mais c'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Ensuite, on a aussi des articles sur, bah, la préparation des concours. Et c'est vrai que c'est, pas toujours, simple. Les conditions ne sont pas toujours, faciles, même en interne où, bah, les agents ont accès au CNFPT par exemple, bah, c'est quand même pas toujours simple pour eux. Après pour les externes, c'est encore pire puisqu'ils n'ont pas accès au CNFPT et d'ailleurs ça, c'est une des pistes de travail où, bah, le CNFPT dit, on pourrait être accessible aux personnes en externe par le biais, par exemple, de Pôle emploi ou voilà, on pourrait imaginer des partenariats comme ça. Donc c'est toujours un peu, la débrouille, pour, ces agents malheureusement. Donc on l'a vu, pas mal de problèmes par rapport à ces concours, mais on a quand même des pistes d'évolution qui sont mises en avant. On voit que c'est un sujet qui va bouger a priori en 2023. On l'a vu avec les annonces du, ministre, enfin les bribes d'annonces du ministre, mais on a aussi, des institutions comme le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale qui, réfléchit à tout ça. Alors malheureusement, l'article n'est plus en libre accès. Il l'était au moment où je l'ai partagé sur Facebook, mais en gros, ça va dans le sens du discours que je vous tiens depuis tout à l'heure, qui est que on va aller plutôt sur des, modifications sur, bah, certaines filières, par exemple la filière technique, dans le médico-social, par exemple aussi pour, les profs, d'instruments de musique où, bon, bah, là, ce serait quand même, normal d'aller vers quelque chose de beaucoup plus, technique, de beaucoup plus professionnalisant que sur, bah, des savoirs, sur l'organisation de la fonction publique territoriale et cetera et donc a priori, ce serait pas le grand soir, le bouleversement complet
sur tous les concours, mais on devrait quand même voir quelques lignes bouger. Ensuite, je vous ai sélectionné 2 articles sur les ZFE. Alors un sur les solutions pour organiser une ZFE. On sait que ça pose beaucoup de questions dans les collectivités territoriales. Donc il y a un webinaire qui est toujours en libre accès sur la Gazette des communes, très intéressant, entre 4 spécialistes de la question. Et puis quand même aussi un article sous forme d'édito. Bon, le titre est quand même parlant, hein, zone pour ZFE, zone à fort emmerdement. Et c'est vrai qu'on voit que c'est un gros problème. C'est un peu une patate chaude qui essaie de se refiler l'État et les collectivités. L'État dit en gros, bah, c'est aux collectivités de mettre leurs règles du jeu, et puis les collectivités disent, bah, vous êtes bien gentil l'État, mais c'est quand même vous qui êtes à l'initiative de cette ZFE, et nous on doit en essuyer les pots cassés. C'est pas nous qui avons choisi de faire ça, quoi. Et bon, concrètement, là où ça pose question, c'est que bah, ça va interdire l'accès à certaines métropoles à 60% du parc automobile actuel, et tout le monde n'a pas les moyens de changer de voiture comme ça pour prendre une électrique ou au moins une voiture un peu plus propre, entre guillemets. Malgré les aides d'État annoncées, bon, pour l'instant, c'est quand même pas folichon. Il y a quand même cette crainte de, bah, d'avoir une bombe sociale à assumer pour les collectivités territoriales. Et même les agglomérations avec une majorité écologiste, bah, ils freinent un peu des cas de fer. On l'a vu par exemple avec l'annonce récente, hein, de la métropole lyonnaise qui dit bon, finalement, on va prendre 2 ans de plus par rapport au calendrier initial de mise en place de cette ZFE, avec derrière un argument aussi, hein, qu'on comprend, c'est le fait de faire coïncider cette contrainte de la ZFE avec le lancement de 3 lignes de tramway. Donc bon, ça permet de faire avaler la pilule peut-être plus facilement. N'empêche que même si on a des compensations de ce type, ça pose quand même la question de l'égalité dans les déplacements, avec des personnes qui ont des moyens financiers supérieurs qui pourront passer sur voilà, des voitures électriques, hybrides, etc., qui sont pas données. Et puis bah, des gens qui seront contraints finalement de prendre les transports en commun. Ce ne sera pas un choix, ce sera une contrainte. Et là, quand même, d'un point de vue social, c'est vraiment pas terrible. Et enfin, un dernier article sur la Gazette, encore une fois, un édito, encore une fois aussi, sur les annonces à droite à gauche de l'exécutif, donc à la fois bon, du président de la République, mais aussi des ministres. Un coup, on va nous parler du redécoupage des grandes régions. Une autre fois, ça va être l'éventuel retour du conseiller territorial. Récemment aussi, c'est le ministre Christophe Béchu qui parle de la compétence logement, avec une potentielle décentralisation plus forte de l'État vers les collectivités. Alors, hors APL et hébergement d'urgence, mais en dehors des effets d'annonce, bon, beaucoup de personnes dans les collectivités, d'élus, de fonctionnaires, se disent mais attention, est-ce que ça va pas être un pétard mouillé encore une fois avec la 3DS, avec bon, un des D, hein, vous le savez, c'est la différenciation. Finalement, cette différenciation, elle n'est pas violente, hein, donc attention aux effets d'annonce et avec derrière pas grand-chose à se mettre sous la dent. Par exemple, sur l'annonce de la fin des grandes régions, on n'est pas sûr que ça aille au bout, que pas grand monde est pour au sein de l'Assemblée, du Sénat et même dans les collectivités territoriales. Même les personnes qui étaient contre à l'époque le fait de fusionner ces régions pour faire des méga-régions, en gros, ce qu'ils disent, c'est bon, maintenant que c'est fait, laissez-nous tranquilles, on a tout réorganisé. Ça a été très compliqué, ça a été aussi des moyens financiers énormes à mettre en jeu. Donc, on ne va pas réorganiser la carte territoriale tous les 4 matins. Maintenant que c'est fait, c'est fait. Donc voilà, après dans cet édito, on a aussi d'autres axes de réflexion, mais je vous laisse aller voir bien sûr tout ça. Voilà pour ce mois de février bien chargé. On le voit pour l'instant, c'est beaucoup d'annonces, pas grand-chose de concret, mais on voit qu'en 2023, sur des sujets assez importants, sur la retraite, sur l'attractivité, les concours, les ZFE, eh bien il va y avoir pas mal de changements. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de rester bien au fait de l'actualité territoriale, que ce soit par mes vidéos ou directement aussi sur les médias. D'ailleurs, je vous mets les liens en description vers tous ces médias, type La Gazette, Public Sénat, etc. Et pour ceux qui veulent avoir une piqûre hebdomadaire d'actu territoriale, j'ai aussi une newsletter que j'envoie tous les dimanches. Donc si ça vous intéresse, c'est le premier lien en description sous la vidéo. Merci d'avoir suivi cette vidéo, à très bientôt pour une prochaine. Salut!